La planète nous fournit une grande quantité de ressources essentielles à notre survie. Traiter de toutes ces ressources déborderait du cadre de cette émission. Pour compléter notre étude des matériaux de la croûte terrestre que nous avons abordée dans les 2 dernières émissions, nous allons nous concentrer sur les ressources minérales. 3 grands types de ressources, les eaux souterraines, les combustibles fossiles et les métaux. Si tous savent que les eaux souterraines proviennent des eaux de pluie, très peu sont conscients de la répartition de ces eaux souterraines et de leur circulation. Mon expérience dans l'enseignement et la recherche sur les combustibles fossiles m'ont aussi appris que très peu de gens comprennent où et comment se forment les hydrocarbures. On peut en dire tout autant des métaux. L'homme qui exploite les ressources minérales est confronté à 2 grands types de problèmes. Premièrement, il faut trouver la ressource. L'exploration pour les eaux souterraines, les combustibles fossiles ou les métaux est parfois très complexe. Deuxièmement, extraire des ressources de la planète n'est pas sans conséquences. Nous faisons face à des problèmes de renouvellement de la ressource et de sa conservation, de même qu'à des problèmes environnementaux. Pour chacune des 3 ressources dont nous allons discuter, je vais couvrir 3 aspects. D'abord, l'origine de la ressource, les conditions d'exploration et en fait les problèmes reliés à son exploitation. Il n'est certainement pas nécessaire d'insister sur l'importance des eaux souterraines dans notre vie. L'approvisionnement en eau potable est actuellement un des stress dans les zones à très forte densité de population. Nous savons qu'en ce qui concerne les eaux de pluie qui tombent sur les continents, une partie ruisselle à la surface pour former des cours d'eau et une autre partie s'infiltre dans le sol pour former ce qu'on appelle les eaux souterraines. On a évalué que 20% de toute l'eau qui se trouve sur les continents, incluant la glace, se trouve dans le sous-sol. Cette eau, cependant, elle n'est pas stockée, mais elle circule. Nous le verrons dans quelques instants. Contrairement à ce que pensent plusieurs, l'eau souterraine ne se retrouve pas dans des grandes rivières ou des grands lacs souterrains. L'eau souterraine se trouve dans les pores des sédiments ou des roches, ou encore dans les fractures des roches. La quantité et la dimension de ces pores sont très variables. Certains sédiments sont très poreux, comme les sables et les graviers, alors que d'autres sont totalement imperméables, comme les argiles. Vous serez sans doute surpris de constater que la porosité d'un sable, dont les particules sont de taille assez uniforme, peut être très élevée. Par exemple, supposons qu'on empile des sphères de taille égale de façon à ce que leurs axes forment un réseau cubique, comme illustré ici. Le pourcentage des vides, soit l'espace disponible pour emmagasiner le fluide, est de 48 %. C'est ce qu'on appelle un tassement cubique, un tassement lâche. À l'autre extrême, on peut tasser au maximum les sphères sans les déformer, bien sûr, et on obtiendra un tassement rhomboédrique, avec un espace de vide de 26 %. On dit une porosité de 26 %. Vous voyez que malgré ce tassement serré, il y a encore de l'espace pour emmagasiner les fluides. Dans la nature, on a le plus souvent ce dernier tassement serré, mais les situations intermédiaires existent aussi. Les porosités deviennent plus faibles que 26 % lorsque la taille des particules n'est pas uniforme, comme par exemple un mélange de petites et de grosses particules, ou encore lorsque le poids des sédiments déforme les particules, ce qui va contribuer évidemment à diminuer la porosité. Il faut distinguer 2 concepts lorsqu'on parle de circulation des eaux souterraines, les concepts de porosité et de perméabilité.
La porosité, comme on vient de le voir, c'est le volume de vide par rapport au volume total du sédiment. La perméabilité réfère à la capacité d'un sédiment à transporter un fluide, ou si vous voulez, à permettre la circulation d'un fluide. Non seulement faut-il que les pores soient présents, mais encore faut-il qu'ils soient interconnectés. Selon la taille et l'agencement de leurs particules, les matériaux du sous-sol seront plus ou moins perméables. Un matériau qui transporte bien l'eau est appelé un aquifère. Les sables ou les grès poreux constituent généralement de bons aquifères. Ils permettent aisément l'infiltration, l'emmagasinage et la circulation des eaux souterraines. Les roches fracturées vont aussi agir comme aquifères en autant que les fractures, évidemment, soient interconnectées. Par contre, les sédiments fins, riches en argile ou les roches argileuses vont constituer de très bons aquicludes. Vous vous souviendrez peut-être que je vous ai dit dans une émission précédente que les minéraux des argiles étaient formés de phyllosilicates, c'est-à-dire des silicates en minces feuillets. Un empilement de ces feuillets les uns sur les autres vont donc former une bonne membrane imperméable. C'est avec cette notion en tête maintenant que nous allons examiner la répartition des eaux souterraines. Prenons comme exemple une région avec des collines et un cours d'eau. Si les matériaux du sous-sol sont dans l'ensemble perméables, les eaux de pluie vont s'infiltrer et finir par s'accumuler à partir d'un certain niveau. Deux zones vont se délimiter. D'abord, une zone où l'eau ne fait que passer. C'est la zone d'aération qu'on appelle la zone vadose. Il y a peu d'eau dans les pores du sédiment ou de la roche, mais plutôt de l'air. Puis, en dessous, une zone où l'eau s'accumule et vient saturer tout le volume des pores. C'est la nappe phréatique. La circulation de l'eau d'infiltration se fait à la verticale dans la zone vadose. Mais dans la nappe phréatique, l'eau souterraine circule latéralement en obéissant aux lois de la gravité et des pressions. Des points hauts vers les points bas, des zones de haute pression vers les zones de basse pression. Notez qu'au niveau des cours d'eau, la surface de la nappe phréatique correspond à la surface du cours d'eau. Et il peut arriver qu'il y ait localement, dans du matériel aquifère, une zone de matériaux aquicludes, comme une couche d'argile par exemple. Cette couche va former une barrière à l'eau et permettre l'accumulation d'une lentille d'eau dans la zone vadose. On parle alors de nappe perchée et c'est entre autres ce genre de situation qui va donner naissance aux sources. Quand on parle d'eau souterraine, on aborde inévitablement la question qui nous touche, c'est-à-dire l'approvisionnement en eau potable. Deux aspects retiennent l'attention, la recherche et l'exploitation des eaux souterraines et la conservation de la ressource. Comment trouve-t-on les eaux souterraines? En fait, la question devrait être formulée autrement. Comment en arrive-t-on à délimiter une nappe phréatique qui soit suffisamment grande pour approvisionner soit simplement une maison ou encore toute une ville ou un village? Vous pouvez faire appel aux sourciers, alors vous commencez à flirter un peu avec l'ésotérisme. Quand vous faites appel aux sourciers, vous faites appel à un bon observateur qui, à partir de la topographie de la région, à partir de la composition, la nature des matériaux à la surface, est capable d'évaluer souvent avec succès le potentiel aquifère de la région. Dans le cas d'une alimentation ponctuelle à volume limité, comme pour une maison par exemple, en général, le tout se résume à savoir à quelle profondeur se situe la nappe phréatique et à quel taux on peut pomper. Donc, ça va se résumer essentiellement à un forage et quelques essais de pompage. En ce qui concerne l'approvisionnement à plus grande échelle, comme pour un village ou une ville par exemple, c'est un peu plus complexe. Il devient important, par exemple, de délimiter le bassin de drainage. Il devient aussi important de connaître la nature des matériaux qui composent cette région, perméabilité, porosité, agencement des couches entre elles, et ainsi de suite. Il faudra aussi établir des bilans de précipitation sur plusieurs années pour savoir si finalement l'alimentation est suffisante comparativement à ce que l'on compte pomper. Dans la plupart des cas, on va parler d'une alimentation par puits de surface.
Autrefois, on creusait un puits de surface et on puisait à même la nappe phréatique, dont la surface marquait le niveau d'eau du puits. Aujourd'hui, on installe une pompe qui permet de pomper l'eau de la nappe à partir de la base du trou de forage. Lorsqu'on tirait l'eau au seau, les dangers d'abaissement de la nappe étaient minimes. Avec le pompage, il se crée ce qu'on appelle un cône de dépression au site du pompage. C'est-à-dire que la surface de la nappe phréatique s'abaisse dû au fait que la vitesse de déplacement de l'eau dans le sédiment n'est pas suffisamment rapide pour répondre instantanément à la demande du pompage. Un surpompage, c'est-à-dire un pompage qui puise en un temps donné un volume d'eau plus grand que le volume d'alimentation, abaissera la surface de la nappe phréatique. Voici, pour illustrer ce phénomène, un cas qui a conduit à de belles chicanes, sinon de procès interminables entre voisins. Supposons, comme ici, qu'on est dans une région, deux puits qui pompent l'eau à un rythme qui maintient le niveau phréatique relativement constant. Des bons citoyens, quoi. S'installe entre les deux un citoyen qui a des besoins plus importants en eau et qui surpompe. Il a bien pris soin d'enfoncer sa pointe de puits assez profondément. Le niveau phréatique en viendra à être abaissé avec, comme conséquence, l'assèchement des deux autres puits. Une belle chicane en perspective. Le surpompage d'une nappe phréatique peut conduire à des problèmes encore plus sérieux comme la déstabilisation des terrains. L'eau dans les pores des matériaux agit comme stabilisateur grâce aux pressions interstitielles qu'exerce l'eau dans les pores du sédiment. Un surpompage, par exemple, dans les zones où la charge est très importante sur les sédiments, comme dans les grandes villes, par exemple, peut créer des enfoncements de terrain. Présentement, la ville de Venise et celle de Mexico s'enfoncent à cause justement d'un surpompage. On a mesuré des enfoncements allant jusqu'à 6-7 mètres à Mexico. Pour revenir à nos puits, disons qu'il y a une autre sorte de puits dont on parle souvent, mais qui ne sont quand même pas communs. Ce sont les puits artésiens. Le puits artésien se forme lorsqu'on perce une couche imperméable qui confinait les eaux souterraines dans une couche perméable. Sur ce schéma, on voit une couche perméable, une couche qui peut donc agir comme aquifère, confinée entre deux couches imperméables, des aquicludes. La recharge en eau de la couche perméable se fait à partir de la surface du terrain en zone montagneuse. Cette situation crée dans la couche perméable une pression correspondante à la hauteur de la colonne d'eau. Cette hauteur correspond à ce qu'on appelle la surface piézométrique. À l'endroit où on a percé la couche imperméable et atteint la couche perméable, la pression due à la colonne d'eau va faire en sorte que l'eau va jaillir. Bien, c'est le puits artésien. Si la bouche du puits se situait au-dessus de la surface piézométrique, l'eau ne jaillirait pas. Ceci vous montre aussi qu'il faut une zone de recharge qui soit au-dessus de la bouche du puits. On pourrait avoir facilement un puits artésien dans une plaine qui borde une zone montagneuse, si la recharge se fait en montagne, mais il serait impossible d'avoir un puits artésien s'il n'y a que la plaine. Nos problèmes, vous le savez, ne se limitent pas à la recherche et à l'exploitation des eaux souterraines. Ils comprennent aussi la contamination des eaux souterraines. Et quand on parle de contamination des eaux souterraines, le mot-clé, c'est la circulation. Contrairement à ce que pensent plusieurs, les eaux souterraines ne sont pas stagnantes, elles circulent. Et cette circulation est susceptible, évidemment, de transporter les contaminants. Les vitesses de circulation sont très variables. Il est difficile de généraliser, mais disons que pour de très bons aquifères, les vitesses peuvent atteindre 15 cm par jour, alors que pour de mauvais aquifères, on va parler de quelques centimètres par année. En moyenne, disons que les eaux souterraines circulent à des vitesses de l'ordre de 3 cm par jour, ce qui fait quelque chose comme 10 mètres par année ou encore 1 km par siècle. De tels chiffres impliquent deux choses. D'abord que l'eau que vous buvez peut être très vieille, des dizaines ou même une centaine d'années. Et ensuite, c'est qu'avec un temps aussi long, l'eau a le temps de réagir chimiquement avec les matériaux et donc de dissoudre, par exemple, en partie ces matériaux et de se charger d'un certain nombre de sels
De là, par exemple, les eaux dures que l'on trouve dans certaines régions ou même encore les eaux sulfurées. Les sources de contamination sont multiples. Ça peut aller de la fosse septique jusqu'au site d'enfouissement de déchets. En fait, l'enfouissement n'est pas un mal en soi. Le problème, c'est qu'il faut bien connaître dans quels matériaux on enfouit et surtout la situation géologique du site d'enfouissement. Un enfouissement sur des matériaux poreux comme les sables et les graviers ne peut conduire qu'à une dispersion des contaminants, lentement mais sûrement sur de grandes distances. Par exemple, dans le secteur de Ville-Mercier, dans l'est de Montréal, on a contaminé en moins de 10 ans une nappe phréatique sur une distance de 5 km à cause d'un déversement de solvant et d'huile dans les sables et graviers d'un esquerre, un type de dépôt glaciaire très perméable. Plusieurs pensent que l'enfouissement sur le roc solide est un gage de sécurité. La roche fracturée est très perméable et constitue un excellent aquifère. En fait, dans l'exemple de Ville-Mercier, la contamination a eu lieu à la fois dans les dépôts meubles de l'Esquerre et à la fois dans la roche fracturée sous-jacente. Même si la roche apparaît à première vue non fracturée, il faut bien s'assurer qu'il n'y a pas de couche de roche sédimentaire perméable qui agirait comme un transporteur de contaminants. Un enfouissement dans les argiles offre beaucoup moins de risques, car ce genre de sédiment est passablement imperméable. Il faut bien s'assurer cependant que la couche d'argile sera suffisamment épaisse pour que l'enfouissement n'atteigne pas, comme ici, des couches sous-jacentes perméables, comme peuvent l'être les calcaires, ce que nous verrons dans quelques instants. Un autre genre de contamination touche les régions en bord de mer. Il s'agit de la contamination par les eaux salées. En bord de mer, la situation des eaux souterraines est la suivante. Dans certaines régions, les régions de plaine surtout, les eaux salées plus denses que les eaux douces potables peuvent s'infiltrer sous ces dernières jusqu'à une certaine distance à l'intérieur du continent. Les eaux douces forment donc une lentille au-dessus des eaux salées. Un puits qui, pendant un certain temps, pompait de l'eau douce peut, avec un surcroît de pompage, subitement pomper de l'eau salée. Parce que, en réaction au cône de dépression normale en surface de la lentille d'eau douce, il se forme un cône inverse sous la lentille, amenant la base du puits dans l'eau salée. Une autre situation de contamination des puits par l'eau salée risque de s'avérer des plus problématiques. Il s'agit de la contamination reliée à une éventuelle montée des mers. Revenons à notre situation où un puits s'approvisionne en eau douce en bord de mer. Supposons une montée du niveau de la mer. Cette montée va entraîner un ajustement du niveau phréatique et un déplacement de la lentille d'eau douce. La base du puits risque fort de se retrouver en eau salée. C'est ce qui pourrait fort bien affecter les populations vivant en bord de mer. Par exemple, toutes ces populations denses vivant sur les deltas, à quelques mètres à peine au-dessus du niveau de la mer, si le réchauffement climatique en cours entraînait une montée du niveau marin. Il s'agirait là d'une contamination des puits à grande échelle. Les eaux souterraines circulent et elles réagissent avec les matériaux dans lesquels elles circulent. Elles peuvent, par exemple, dissoudre ces matériaux et littéralement, par endroits, miner le sous-sol. C'est le cas, par exemple, des terrains calcaires dont je veux vous parler brièvement parce qu'il y a des implications très pratiques à cela au niveau, par exemple, des fondations pour les constructions. Les eaux de pluie sont acides, indépendamment du fait qu'elles sont encore plus acides aujourd'hui à cause de la pollution. Les acides sont capables de dissoudre les calcaires. Donc, ces pluies acides s'infiltrent dans les terrains calcaires, s'infiltrent dans les fractures, ouvrent ces fractures et finalement finissent par créer un réseau de cavités de dimensions variables. On appelle ces terrains des terrains karstiques. Voyons comment ces terrains évoluent. Pour un terrain donné, le niveau de la nappe phréatique correspondra au niveau des cours d'eau. Comme ces eaux phréatiques sont acides, elles ont la capacité de développer par dissolution un réseau de cavités à partir des fractures dans le roc.
Avec le creusement des cours d'eau qui tendent vers leur niveau de base, il y aura abaissement progressif du niveau de la nappe phréatique. Il se développera un beau réseau de cavernes et des effondrements. Avec la poursuite du creusement, le réseau de cavités va progresser en profondeur au même rythme. Les terrains vont devenir un véritable gruyère et, en surface, des dolines souligneront les effondrements. Ces terrains font certes la joie des spéléologues, mais ils présentent de véritables dangers pour la construction. Un autre aspect des eaux souterraines qui, certes, n'est pas la règle, mais qui présente une facette tout à fait spectaculaire, c'est le cas des eaux hydrothermales, les eaux chaudes. Pour illustrer ce sujet, nous allons prendre l'exemple du parc Yellowstone aux États-Unis. Dans ce parc américain, on peut observer facilement les manifestations de l'hydrothermalisme, comme par exemple les geysers, les lacs d'eau chaude et tous les dépôts qui sont associés à ce type de phénomène. Le parc de Yellowstone se trouve dans le nord-ouest des États-Unis, dans la chaîne des Rocheuses, dans le coin nord-ouest du Wyoming. On observe sur une distance de près de 1000 km de Yellowstone jusqu'au nord du Nevada une traînée d'éruptions volcaniques et d'épanchements basaltiques qui varient en âge de 600 000 années à 16 millions d'années. Cette situation nous dit que durant les derniers 16 millions d'années, la plaque nord-américaine est passée au-dessus d'un point chaud qui a laissé ses traces de volcanisme intraplaque en se déplaçant dans le sens de la flèche rouge à raison de 5 cm et demi par année, en moyenne. La dernière grande éruption en date est celle qui a laissé la caldeira de Yellowstone il y a 600 000 ans. Aujourd'hui, le magma se refroidit sous Yellowstone et la chaleur se dissipe dans la croûte continentale. Il y a un flux de chaleur qui va de la zone magmatique vers l'extérieur de la croûte. Les eaux de surface, c'est-à-dire les eaux de pluie, s'infiltrent dans les fractures de la croûte et sont ramenées à la surface grâce à ce flux de chaleur qui établit une cellule de convection pour former, entre autres, ces geysers spectaculaires. Voyons les choses d'un peu plus près. Ces eaux deviennent acides et produisent énormément de dissolution dans le sous-sol. Elles créent tout un réseau de cavités qui se remplit d'eau chaude. Le flux de chaleur chauffe l'eau qui progressivement passe en phase vapeur. Dans certaines cavités, on aura les deux phases, eau liquide et vapeur d'eau. La pression dans les cavités va progressivement augmenter comme dans une marmite et finalement, c'est l'explosion qui va vider tout le réseau comme lorsque saute le couvercle d'une marmite. C'est le geyser. Le cycle recommence avec à nouveau les eaux d'infiltration qui remplissent les cavités et qui seront chauffées pour produire une autre explosion. C'est le cas de ce fameux geyser de Yellowstone au repos ici à gauche, puis en pleine éruption à droite. Depuis des dizaines d'années, il fait éruption périodiquement à chaque heure. C'est pourquoi on l'a baptisé le Old Faithful, le vieux fidèle. À Yellowstone, il n'y a pas que des geysers. Il y a aussi toutes sortes de manifestations de l'hydrothermalisme, comme des sources d'eau chaude qui forment de petits étangs d'eau cristalline, des chaudrons de boue bouillonnante et des petits volcans de boue. Les surfaces sur lesquelles s'écoulent les eaux chaudes sont multicolores. En fait, les eaux chaudes nourrissent une diversité de communautés bactériennes qui forment des tapis organiques et dont la couleur est fonction de la température de l'eau. Les eaux de ces sources hydrothermales sont chargées en sels minéraux qu'elles ont acquis en profondeur. Arrivés en surface, ces sels minéraux précipitent pour former des amoncellements de dépôts siliceux ou calcaires. Ces gros glaçons calcaires témoignent bien de l'écoulement des eaux. Une ressource naturelle dont nous dépendons et dont j'ai l'impression nous allons dépendre encore pour un bout de temps, ce sont les combustibles fossiles. Malgré l'omniprésence de cette ressource dans notre vie, je suis toujours un peu surpris de voir que la plupart des gens connaissent très peu comment se forment les combustibles fossiles et quelles sont les conditions sur lesquelles elles se forment.
Je vais essayer en quelques minutes donc de vous expliquer quelles sont ces conditions et de voir où et comment se forment ces combustibles fossiles. Disons que lorsqu'on parle de combustibles fossiles, on parle de charbon, de pétrole et de gaz naturel. Voyons ce qu'il en est pour les hydrocarbures, le pétrole et le gaz naturel. Dans la première moitié du 20e siècle, avec le développement de la chimie organique, on a réussi à synthétiser en laboratoire des molécules de pétrole. On s'est donc dit que si on pouvait le faire en laboratoire, la nature aurait certainement pu le faire dans la croûte terrestre par simple réaction chimique. On s'est vite rendu compte que ce n'était pas le cas et que tous les pétroles, finalement, sont formés à partir de la transformation de la matière organique. Voyons comment. La matière organique qui se dépose dans un bassin océanique provient de deux sources principales. De la couche de plancton qui se trouve à la surface des océans et qui, à la mort des organismes, va fournir un sédiment composé de carbonate de calcium, le CaCO3, de silice, le SiO2, et de matière organique. Des continents d'où les matières organiques sont transportées avec les sédiments terrigènes vers l'océan. Les sédiments les plus riches en matière organique vont se retrouver dans des zones privilégiées dans l'océan. Sur les deltas, particulièrement à partir du Dévonien, à la marge des plateaux continentaux dans l'offshore et au pied du talus continental sur le glacis continental. Tous ces sédiments contiennent une certaine quantité de matière organique qui, dans le cas des terrigènes, a été transportée avec les particules minérales et enfouie rapidement, se trouvant ainsi protégée de l'oxydation. Et dans le cas des allochimiques, représente la fraction de la biomasse du plancton qui n'a pas été oxydée durant la sédimentation. Ces quantités de matière organique peuvent atteindre les 10, 15 et même 20 du volume du sédiment. C'est variable d'un milieu à l'autre. Compte tenu du grand volume de sédiments déposés, on doit réaliser que le volume de matière organique est aussi très important. Qu'arrive-t-il à cette matière organique piégée dans le sédiment? Examinons ce qui se passe à l'interface eau-sédiment. L'eau au-dessus du sédiment peut contenir une certaine quantité d'oxygène libre, O2. Tout dépend de la circulation au fond du bassin. Par contre, dans le sédiment, le peu d'oxygène libre qu'il y a pu y avoir a été rapidement consommé pour oxyder une proportion de la matière organique, ce qui fait que les conditions dans le sédiment sont des conditions anoxiques, sans O2. On dit qu'il s'agit d'un milieu anaérobie. La matière organique est protégée de l'oxydation par les bactéries oxydantes, mais elle n'est pas protégée de l'action des bactéries anaérobies qui doivent la décomposer pour survivre. CHON, ce n'est pas le sigle d'un nouveau poste FM, mais les 4 principaux éléments chimiques qui composent la matière organique: carbone, hydrogène, oxygène et azote. Les bactéries anaérobies vont chercher chez les molécules organiques l'oxygène et l'azote dont elles ont besoin pour leur métabolisme, laissant les carbones et les hydrogènes qui vont former de nouvelles molécules composées de ces deux éléments et qu'on appelle des hydrocarbures, hydrogène et carbone. Une des premières molécules à se former, c'est le CH4, le gaz naturel qu'on appelle le méthane. Ce méthane, il se forme dans les couches supérieures du sédiment. On l'appelle un gaz biogénique parce qu'il est le produit de la transformation de la matière organique par les bactéries. À mesure de l'empilement du sédiment, il y aura ce qu'on appelle l'enfouissement, c'est-à-dire qu'un volume donné de roche va se trouver à une profondeur de plus en plus grande à mesure de l'empilement des sédiments. On parle d'empilement de sédiments ici qui se calcule en milliers de mètres. Cet enfouissement entraîne une augmentation progressive de la température et de la pression. À partir d'ici, les molécules d'hydrocarbures vont devenir de plus en plus complexes. Le prochain diagramme va vous montrer ce qui arrive à la matière organique du sédiment à mesure de son enfouissement. Voilà. Ce diagramme vous apparaît sûrement complexe, mais nous allons le décortiquer ensemble, étape par étape. Sur l'axe vertical, à gauche, c'est la profondeur d'enfouissement de la matière organique en milliers de mètres. Sur l'axe horizontal, au bas de l'écran, c'est la quantité d'hydrocarbures générée en pourcentage. En haut, au départ, c'est la matière organique. Dans le premier 1000 mètres, ce sont encore les bactéries qui travaillent. On a vu qu'au tout départ, il y avait eu formation de méthane, montré ici en vert,
par soustraction de l'oxygène et de l'azote. Le processus dominant dans cette zone, c'est la dégradation biochimique qui transforme les matières organiques en un hydrocarbure qu'on appelle le kérogène, une sorte de pétrole embryonnaire. Dépassé 1000 mètres, les bactéries n'en peuvent plus. La dégradation biochimique se termine et est remplacée par une transformation contrôlée par l'augmentation de la température. C'est la dégradation thermique. Ceci va conduire d'une part à une transformation progressive du sédiment en roche et d'autre part à cette dégradation thermique des kérogènes. À 2000 mètres, par exemple, une partie des kérogènes se transforme en huile, environ 10 ici, une plus petite partie en gaz et la plus grande partie poursuit sa transformation. Entre 2000 et 3000 mètres, c'est là que le kérogène produit le plus d'huile. Par contre, à partir de 2500 mètres, la production de gaz s'accélère et devient importante. Dépassé les 3000 mètres, la production d'huile devient insignifiante. À 3500 mètres, on ne produit plus d'huile, mais beaucoup de gaz. La dégradation thermique conduit progressivement à des phénomènes de carbonatisation qui transforment les kérogènes, qui n'ont pas été transformés en huile ou en gaz, en résidus de carbone. Si l'enfouissement dépasse les 4000 mètres, tout est cuit et les hydrocarbures, huile et gaz sont détruits. Ce diagramme nous montre donc qu'il y a des conditions spécifiques d'enfouissement pour former l'huile ou le gaz naturel. En langage pétrolier, on appelle fenêtre à l'huile cette fourchette de profondeur où se forme l'huile et fenêtre à gaz là où se forme le gaz. Vous voyez aussi pourquoi, dans un champ de pétrole, il y a pratiquement toujours de l'huile et du gaz. Ces valeurs de profondeur ne sont pas absolues. Elles sont ici indicatives car, on l'a dit, ce qui est important, c'est la température. Ces profondeurs peuvent donc varier d'une région à l'autre selon ce qu'on appelle le flux géothermique local. À ce stade-ci, nous sommes encore bien loin d'un champ de pétrole. Il nous reste encore plusieurs conditions à remplir. Nous avons cependant rempli les deux premières conditions. D'abord, avoir accumulé de la matière organique et l'avoir protégée de l'oxydation, et ensuite d'avoir enfoui cette matière organique à une profondeur spécifique. À ce stade-ci, nous avons dans la roche, nous avons des gouttelettes d'hydrocarbures qui sont disséminées dans cette roche. Rappelez-vous qu'au point de départ, on est parti avec quelque chose comme 10 à 15 de matière organique, qui en a eu une partie qui a été oxydée. Donc, ce qui nous reste actuellement, c'est donc des gouttelettes disséminées dans cette roche. Cette roche, on l'appelle une roche-mère. Alors, voici un exemple ici de cette roche-mère. C'est une carotte de forage qui provient d'un réservoir, en dessous d'un réservoir pétrolier. Et ce qui la caractérise, c'est sa couleur foncée. Elle n'a à peu près ni porosité ni perméabilité. Et par contre, elle est très riche en gouttelettes d'hydrocarbures. La roche-mère contient donc des gouttelettes d'hydrocarbures disséminées. Pour obtenir un champ de pétrole, il faudra en arriver à concentrer ces gouttelettes en les déplaçant, par exemple. C'est le processus de la migration. Il faut que les conditions géologiques soient telles que les gouttelettes puissent être expulsées de la roche-mère, puis transportées dans une roche perméable pour venir se concentrer dans ce qu'on appelle une roche réservoir. Une roche où le pétrole se trouvera dans les pores, une sorte de roche éponge, si on veut. La migration des gouttelettes de pétrole se fait grâce au déplacement de l'eau dans les formations rocheuses. C'est la signification de la couleur bleu pâle sur ce schéma. En début d'émission, on a parlé des eaux souterraines qui circulaient dans la partie supérieure de la croûte terrestre. On le sait, les eaux souterraines circulent aussi en grande profondeur et elles se déplacent sous l'effet des forces tectoniques ou de la compaction. Cette circulation des eaux en profondeur va entraîner les gouttelettes de pétrole avec elles et venir les concentrer dans une roche réservoir. De quoi parle-t-on lorsqu'on parle d'une roche réservoir? Bien, on parle d'une roche très poreuse. Voici une roche qui formerait un excellent réservoir pétrolier. Comme vous le voyez, elle boit très rapidement l'eau, ce qui fait qu'elle est très poreuse. Voici ici un réservoir pétrolier, c'est-à-dire c'est une carotte de forage qui provient d'un véritable réservoir pétrolier en Alberta. Il s'agit d'un grès qui est très poreux, qui présentement est rempli d'hydrocarbures. C'est certainement pas l'idée que vous faisiez d'un réservoir pétrolier.
Il reste une condition à l'obtention d'un champ de pétrole. Il faut que cette roche réservoir soit scellée. C'est ce qu'on appelle le piège. Sinon, les hydrocarbures vont pouvoir s'écouler à nouveau. Il y a plusieurs situations géologiques qui offrent ce piège. Voyons-en quelques-unes. Une situation commune et recherchée, c'est le piège au sommet de plis où alternent roches perméables et roches imperméables. Dans cet exemple, ici, supposons que la couche sous la couche imperméable brune est perméable et permet le déplacement des fluides. Ces fluides, ils vont se déplacer des points les plus forte pression aux points de plus faible pression, donc de bas en haut, comme l'indiquent les flèches rouges. Ce mouvement des fluides va se faire le plus souvent lors de la formation du pli. Ces fluides, on vient de le voir, sont constitués d'un mélange d'eau et de gouttelettes d'huile et de gaz. À cause de la barrière à la migration que forme la couche imperméable, les fluides vont s'accumuler dans la partie haute du pli et vont se séparer en phases selon leur densité respective. Le gaz occupera la partie la plus haute, suivie de l'huile, puis de l'eau. Vous comprenez que c'est là une situation géologique que recherchent les pétroliers. Voici une autre situation où les fluides circulant dans une couche perméable peuvent être coincés sous des couches imperméables dans un biseau formé par le déplacement des couches à la faveur d'une faille. Une discordance recouverte de roches imperméables peut venir sceller une couche perméable et contribuer à accumuler les hydrocarbures. De même que des lentilles de roche ou de sédiments très perméables contenus dans des couches imperméables peuvent aussi servir de piège. Les dômes de sel peuvent aussi contribuer à former des pièges. Lorsque les diapires de sel se sont mis en place, ils ont retroussé les couches et créé des biseaux qui sont scellés par les couches imperméables et par le sel lui-même qui est imperméable. Comme vous le voyez, la formation d'un champ de pétrole relève d'une conjoncture géologique bien spécifique. Et il faut, pour retrouver ce champ, que les géologues et géophysiciens résolvent tous les éléments de cette conjoncture. Une première limitation, c'est la présence de matière organique dans un dépôt marin. Or, l'abondance de matière organique sur la planète n'existe que depuis à peine 600 millions d'années. Il devient inutile de rechercher du pétrole dans des roches qui sont plus vieilles, comme par exemple dans le bouclier canadien. Il faut ensuite que cette matière organique ait été enfouie à une profondeur bien spécifique pour former la roche-mère. Puis, il faut encore que les gouttelettes de pétrole aient été expulsées de la roche-mère et migrent vers une roche réservoir. Cette roche réservoir doit être poreuse, une porosité qu'elle acquerra ou perdra durant son histoire diagénétique par les transformations qu'elle aura subies durant son enfouissement. Finalement, cette roche devra avoir été scellée par une couche imperméable pour former ce piège. Il reste encore une condition. Il faut que géologues et géophysiciens puissent découvrir ce piège. Avec toutes ces conditions, vous comprenez que la formulation de stratégies d'exploration demande des efforts passablement coûteux et complexes. On doit faire appel et on doit intégrer plusieurs disciplines de la géologie et de la géophysique. Un des défis majeurs, c'est d'essayer de découvrir dans le sous-sol, ce qu'on appelle en géologie pétrolière la sous-surface, de découvrir s'il y a une structure favorable, c'est-à-dire s'il y a des plis et des failles qui sont favorables à la formation de pièges. On doit faire appel pour ceci à la géophysique sismique qui nous donne une sorte d'échographie du sous-sol. Voici comme exemple un relevé sismique marin. Ce type de relevé se fait à partir d'un bateau qui traîne une ligne d'hydrophone, des appareils capables de percevoir et d'enregistrer les ondes sonores. Une source émet des ondes sonores incidentes qui seront réfléchies par les diverses couches géologiques et enregistrées par les hydrophones. Les vitesses de propagation et les angles de réflexion des ondes sont fonction de la composition et de l'attitude des couches géologiques, ce qui permet, par un traitement informatique complexe et sophistiqué, d'obtenir la géométrie de ces couches et, par conséquent, de détecter les situations favorables à la présence de pièges. Même après toutes ces études, nous ne savons toujours pas s'il y a du pétrole. Le seul véritable test, c'est le forage.
Tout comme les combustibles fossiles, les dépôts métallifères relèvent d'une conjoncture géologique bien spécifique. Ici aussi, il faut bien comprendre le contexte géologique dans lequel ils se sont formés pour pouvoir développer des stratégies d'exploration qui soient adéquates. Il y a diverses façons de classer les dépôts métallifères. Je vais utiliser ici une classification toute simple basée uniquement sur les processus qui ont formé ces dépôts métallifères. Nous allons donc voir d'abord les dépôts formés par le magmatisme. Ensuite, nous parlerons des dépôts hydrothermaux, souvent associés aux dépôts magmatiques, et nous parlerons ensuite des dépôts reliés à des processus sédimentaires. Nous allons commencer par les dépôts qui sont reliés au magmatisme et nous allons brièvement faire un rappel de ce qu'est le magmatisme. Le magmatisme est particulièrement actif au dorsal. De grands corps magmatiques s'y mettent en place et il y a du volcanisme mafique dans le rift de la dorsale. Le magmatisme est aussi très actif aux limites de plaques convergentes associées à la subduction. Les corps magmatiques y sont diversifiés, allant du magmatisme mafique au magmatisme felsique. Plusieurs types de dépôts métallifères peuvent se développer dans ces corps magmatiques. Prenons comme exemple la situation suivante pour illustrer les divers types de dépôts associés au magmatisme. Supposons un grand corps intrusif, en rouge ici, qui s'est mis en place dans une séquence de roches sédimentaires. Au moment de la mise en place, le magma était, comme on l'a appris, de la roche en fusion, dans laquelle il y avait aussi des éléments métalliques, fer, cuivre, titane, or, argent, etc. Durant la cristallisation du magma, il peut se produire des ségrégations très locales de métaux qui donnent des concentrations éventuellement exploitables. Ce type de gisement se trouve donc dans la roche magmatique même. Le magma peut s'infiltrer dans la roche encaissante et former en cristallisant une roche à très grands cristaux, une pegmatite, qui contient parfois des minéraux riches en éléments plutôt rares comme le lithium, le zirconium, l'uranium, etc., en quantité suffisante pour être exploités. À titre d'exemple de gisements issus de la ségrégation magmatique, il y a ces grands gisements d'ilménite qui contiennent du fer et du titane sur la côte nord, à Havre-Saint-Pierre, qui constituent le gros des réserves mondiales de ce minerai. Ce minerai, il se retrouve dans une roche ignée très riche en feldspath qu'on nomme l'anorthosite, c'est ce fameux granit noir du Québec. Le diamant vient d'une concentration du carbone dans une roche ultramafique qu'on appelle une kimberlite et qui se forme dans la partie profonde des cheminées des volcans. Le second ensemble de roches magmatiques que l'on va voir, c'est celles qui sont reliées à des processus hydrothermaux, c'est-à-dire reliées à la circulation des eaux chaudes dans la croûte terrestre. Lors de la mise en place d'un intrusif et durant son refroidissement, il se fait des fractures dans la roche encaissante. Les fluides hydrothermaux provenant du magma, c'est-à-dire les eaux chargées de métaux comme l'or, l'argent, le cuivre et bien d'autres, vont circuler dans ce réseau de fractures et venir précipiter des métaux sous forme de sulfure ou d'éléments natifs pour former des veines, représentées ici en jaune. Les fameux filons et veines d'or de l'Abitibi ont été formés par les fluides hydrothermaux qui sont venus précipiter dans les grandes failles. Le système hydrothermal peut aussi déposer des amas de sulfure massifs riches en cuivre, plomb, zinc, nickel, comme par exemple ceux de la ceinture de l'Abitibi, la zone la plus riche en mines au Québec. Dans une prochaine émission, nous verrons qu'il existe dans le rift des dorsales médio-océaniques des sources d'eau chaude. Ces sources sont créées par le mélange entre l'eau de mer infiltrée dans les fractures de la croûte terrestre et les eaux très chaudes, riches en métaux, provenant de la chambre magmatique. Ce mélange est amené à la surface à travers le réseau de fractures grâce au flux de chaleur. Les réactions chimiques entre les éléments de la source hydrothermale et l'eau de mer entraînent le dépôt de sulfure massif. Mais revenons à notre schéma de départ. Les fluides hydrothermaux qui circulent à partir de la masse intrusive au contact avec celle-ci ou dans le réseau de fracture peuvent venir minéraliser la roche encaissante
C'est ce qui est représenté ici par des taches rouges claires. C'est ce qu'on appelle de la minéralisation de métasomatisme. Certains types de roches sont plus sensibles à ce genre de minéralisation que d'autres. Par exemple, les calcaires sont plus susceptibles que les autres roches d'être minéralisés en cuivre s'ils sont traversés par les solutions riches en cuivre. On les appelle alors des skarns. Les minéralisations en cuivre de la région de Murdochville, en Gaspésie, constituent un bon exemple de cette minéralisation de type métasomatisme. Cette mine fut un des grands gisements de type métasomatique au monde. Les couches sédimentaires de la région de Murdochville contiennent un horizon calcaire d'âge dévonien inférieur. Toute une zone de ce calcaire a été minéralisée à la faveur de fluides hydrothermaux riches en cuivre, issus d'une masse intrusive sous-jacente au calcaire. Le troisième groupe de dépôts métallifères est relié au processus de surface. L'altération superficielle, et en particulier l'altération chimique, peut conduire à la concentration de métaux. Par exemple, l'altération d'une roche felsique riche en feldspath peut conduire à dégager l'aluminium de ces feldspaths qui va venir réagir avec des radicaux OH pour former un minerai qu'on appelle de la bauxite. Ce minerai de bauxite, c'est celui que l'on importe des Antilles, de l'Amérique du Sud et de l'Afrique du Sud pour en extraire l'aluminium. Un autre type de dépôt relié au processus sédimentaire, c'est les grandes concentrations de fer que l'on retrouve par exemple dans la fosse du Labrador. Ces concentrations se sont formées à partir de la précipitation du fer sur les fonds océaniques il y a 2 milliards d'années. Quand on parle de prospection pour les mines, on se fait toujours l'image de ce prospecteur, barbu de préférence, qui sillonne les forêts avec son pic pour casser du caillou, avec l'espoir de trouver le filon qui va le rendre riche. En fait, c'est une forme de prospection qui disparaît de nos jours pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a beaucoup moins de gens qui ont le feu sacré, et surtout parce que finalement, ce genre de gisement affleurant existe de moins en moins. Voyons un peu en quoi consiste la prospection pour les mines. Il importe d'abord de considérer la position du gisement par rapport à la surface. Ce schéma nous montre trois situations. On appelle souvent la couverture sédimentaire sur la roche en place le mort-terrain. Une première situation est celle dont je viens de parler, celle que recherche le prospecteur traditionnel, c'est-à-dire le gisement dont au moins une partie affleure. C'est grâce à la découverte d'indices minéralisés à l'affleurement, ce qu'on appelle en langage du prospecteur un showing, qu'on va d'abord soupçonner la possibilité de gisement. Bien sûr, c'est la situation la plus simple puisqu'on peut déjà faire des analyses sur des prélèvements de surface. Si ces analyses s'avèrent positives et qu'on veuille procéder à des forages exploratoires, le fait de pouvoir observer la structure des roches sur le terrain guidera la position et l'orientation des forages. Une seconde situation est celle où le gisement perce à la surface de la roche de fond, mais est recouvert par le mort-terrain. C'est le gisement enfoui. Évidemment, ce type de gisement échappe à l'œil du prospecteur. Il faut donc compter sur d'autres méthodes de prospection pour pouvoir le détecter. J'y reviens dans l'instant. Le troisième type de gisement est celui qui se trouve entièrement à l'intérieur de la masse rocheuse. C'est le gisement aveugle. Ici aussi, il faut compter sur d'autres méthodes de prospection pour pouvoir le détecter. Ceci nous amène à discuter brièvement des méthodes de prospection pour les mines. Nous avons vu à l'examen des processus qui ont conduit à la formation des dépôts métallifères qu'il s'agit d'une conjoncture géologique bien spécifique. Cela signifie que pour développer de bonnes stratégies d'exploration, on va donc devoir connaître bien le contexte géologique et se fonder aussi sur le développement de modèles métallogéniques. Par exemple, on a vu que les sources hydrothermales sur les grands fonds océaniques déposaient des sulfures massifs. On va donc rechercher des contextes géologiques dans les suites anciennes, des contextes géologiques donc qui vont par exemple nous représenter une telle situation, par exemple la présence de basalte océanique.
La cartographie géologique de surface permettra bien sûr de connaître la géologie régionale, mais aussi possiblement de détecter des gisements affleurants. En ce qui a trait aux gisements enfouis ou aux gisements aveugles, il nous faudra faire appel à d'autres méthodes, des méthodes géophysiques et des méthodes géochimiques. Les méthodes géophysiques, essentiellement, tendent à découvrir des anomalies de la gravité, des anomalies du magnétisme terrestre, des anomalies de la conductivité électrique. Par exemple, supposons que l'on ait un gisement de sulfure massif qui soit contenu dans des roches sédimentaires ou des roches ignées. Ceci va donner une anomalie de la gravité puisque la densité des sulfures massifs est supérieure à celle des roches encaissantes. Donc, à partir d'un bon relevé de surface, on va donc être en mesure de relever cette anomalie et les spécialistes en géophysique vont être capables de calculer le volume de ce sulfure massif de même que sa profondeur, ce qui, en bout de ligne, va donc permettre de guider une campagne de forage. Les méthodes géochimiques sont applicables surtout aux gisements enfouis. Elles consistent à analyser les sédiments du morte-terrain pour essayer de détecter les anomalies en certains métaux. Si, par exemple, il s'est développé un sol au-dessus d'un gisement de sulfure de cuivre, on pourrait s'attendre à ce que les sédiments de ce sol contiennent des anomalies en cuivre. Donc, si on découvre de telles anomalies, on peut soupçonner la présence d'un gisement en dessous du morte-terrain. On peut difficilement terminer cette émission sur les ressources minérales sans parler des conséquences environnementales de leur exploitation. En ce qui concerne les eaux souterraines, j'en ai déjà parlé et donc je ne vais pas y revenir. Nous avons vu que l'enfouissement des matières organiques sous certaines conditions conduisait à la formation de combustibles fossiles. Les mouvements tectoniques de la croûte terrestre vont à l'occasion ramener à la surface ces combustibles fossiles lors de la formation des chaînes de montagnes, par exemple, pour venir les oxyder et former du CO2. Ce cycle est un cycle très long. C'est un cycle qui s'étend sur des millions d'années. Voilà que nous avons trouvé le moyen de court-circuiter ce cycle et d'en faire un cycle très court en puisant directement dans les réservoirs d'hydrocarbures, par exemple, en puisant donc directement pour nos besoins énergétiques. En puisant ces hydrocarbures, nous les amenons à la surface de la planète et nous les oxydons pour former du CO2, et vous le savez donc, qui cause un problème actuellement environnemental en termes de réchauffement, d'augmentation des gaz à effet de serre. En plus, nous utilisons une ressource non renouvelable. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a un petit problème d'environnement. Quand on parle des effets de l'exploitation des mines sur l'environnement, on pense en général à cette pollution visuelle apportée par les parcs de déchets miniers. Cependant, il y a pire. Dans ces parcs de déchets miniers, il se produit une oxydation des sulfures qui, avec les pluies, vont entraîner un drainage acide qui vient contaminer les nappes souterraines. Les problèmes environnementaux engendrés par l'exploitation des ressources minérales sont énormes. Est-ce à dire qu'on doit cesser d'exploiter ces ressources minérales? Évidemment, nous avons des choix de société à faire. Voilà, ceci termine notre étude de la croûte terrestre. La semaine prochaine, nous abordons le dernier grand sujet de cette série, l'histoire de la Terre. D'ici là, comme à l'habitude, je vous invite à consulter le site Internet où vous trouverez des compléments dont on n'a pas eu le temps de traiter dans cette émission. Entre autres, la formation des charbons qui est totalement différente de celle des hydrocarbures et aussi un sujet très important, la présence des hydrates de méthane sur les fonds océaniques. Il s'agit d'une réserve énorme de gaz naturel, mais aussi une bombe écologique en puissance. À la prochaine.